Bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde. Merci d'être toujours aussi nombreux et fidèles à Montpellier Danse, à l'Agorée de la Danse et à, je sais pas, votre plaisir peut-être, parce que finalement vous devez en avoir aussi. Ceux qui n'ont pas, ou ceux qui vont se sentir inconfortables au bout d'un moment, vous savez que j'allais dire l'émission, la séance est retransmise en direct dans la salle, dans le studio Cunningham qui est juste au-dessus. Donc il y a ceux qui auront les jambes fatiguées au bout d'un moment peuvent monter d'un cran. Autour de moi, autour de nous, Jean-Pierre Moore, bien sûr, qui est le président de l'agglomération de Montpellier, qui est finalement, non pas finalement, c'est celui qui aide le plus la danse contemporaine dans cette ville, la danse tout court d'ailleurs, et qui soutient imperturbablement Montpellier Danse et ses activités depuis qu'il est à la présidence de l'agglo, qui va introduire un peu cette séance, qui ensuite sera pris en charge par Ludovic Deleu, qui est Leitmotiv. Voilà, c'est le petit journal. Alors, j'aurais voulu vous le montrer, comme on fait à la télé, vous savez. Vous connaissez Leitmotiv? C'est un tout petit journal très très bien fait, très bien mis en page, très bien écrit, très sympa. Bon, pas mal. Encore un coup, c'est bon. Gisèle de Puccio, que tout le monde connaît, qui est... voilà, Leitmotiv. Il est en diffusion libre à peu près partout, c'est gratuit. C'est très joli. Gisèle de Puccio, numéro 2 du festival depuis des temps parfaitement immémoriaux, le siècle dernier. Je sais pas quoi. Bon, voilà. Le siècle dernier, 83, écoutez, je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Mitya Fetodenko, qui est un chorégraphe, danseur, formidable danseur, qui habite Montpellier depuis pas mal d'années, même s'il est né loin d'ici, comme son nom l'indique, du côté de la Russie sans doute. Voilà. Mathilde Monnier, que vous avez facilement reconnue, même si elle porte des lunettes dorénavant. Voilà. Quelqu'un que personne ne connaît à Montpellier, ou à peu près. Qui connaît Ali Tabet à Montpellier? Vous allez le connaître, parce que son spectacle est formidable. Voilà. Katia, peut-être. Tania, je voulais absolument l'appeler Katia à cause du K qui suit, c'est Cannes. Voilà. Tania Kahn, qui va parler pour Libération, puisqu'on ouvre la saison avec une grosse opération avec l'agglomération de Montpellier, et Libération, un gros forum comme Libé sait faire autour de la question du corps. Lucie Gutiérrez, qui elle aussi, comme Ludovic, va animer la séance une fois que les choses seront parties. Voilà. On peut y aller. On peut... Allez, Jean-Pierre Moore, qui ensuite va aller présider une séance de l'agglomération et qui nous quittera à ce moment-là. Merci Jean-Pierre. Merci. Mesdames et messieurs, moi je voulais vous dire tout le plaisir que j'ai à vous retrouver cet après-midi. Et c'est un plaisir doublement en appréciation quand on voit le nombre important d'abonnés qui sont ici. Alors je voulais tout d'abord vous saluer bien entendu Jean-Paul Montanari, son équipe, les artistes, les chorégraphes, les animateurs. Et vous dire que la présentation de la saison de danse 2013-2014, c'est un événement important. Important parce qu'il se situe dans la grande dynamique qui, sur cette ville, sur cette agglomération, s'y est depuis de nombreuses décennies, depuis que Georges Frêche a lancé ce grand mouvement en faveur de la culture. Moi, juste, je voulais faire un petit point par rapport à ça, à savoir que quand les temps sont difficiles, c'est les temps justement où la culture se doit d'être devant. Et l'enjeu, le défi que lance l'agglomération, s'agissant de la danse, c'est de positionner bien sûr la danse au cœur de la ville. Je pense que c'est un pari qui est tenu, c'est un pari qui est gagné, c'est un pari qui est renforcé. Mais il faut le situer à l'unisson de la volonté qui caractérise l'action publique en direction de la culture et des arts. L'important, c'est de toujours développer cette excellence culturelle, mais à la mettre à la portée du plus grand nombre. Jouer l'excellent à la portée de tous. Et à travers la danse, on le voit également sur les spectacles déconcentrés dans l'ensemble des 30 communes de l'agglomération de Montpellier, des spectacles aussi où la gratuité a directement pignon sur les cours de danse, sur les places où il y a un nombre public. On voit au sortir du dernier festival l'importance du public qui a participé, qui a répondu présent. C'est la même chose pour ce qui concerne le festival de Radio France, le cinéma, autour de la Bulle également, qui est la dernière manifestation qui a accueilli 35 000 personnes. C'est dire que dans toutes ces manifestations, je pourrais citer également l'agglo en fait, il y a à la fois la qualité, le renouvellement, année après année, saison après saison, festival après festival. Et puis c'est aussi
Ce que nous tentons actuellement, c'est d'ouvrir au maximum cette qualité culturelle dans des parcours éducatifs culturels à travers, par exemple, la réforme des rythmes scolaires et ce qu'on peut mettre à disposition, en plus de l'action de chacune des collectivités, la ville de Montpellier, bien entendu, mais également les 30 autres communes de l'agglomération, quant à faire bénéficier le jeune public de ce qui est l'importance ici de la qualité des équipements avec les transports, avec la danse, avec la musique, avec le théâtre, avec le cinéma. Et la danse est un élément fondamentalement majeur pour traduire un peu ce lien entre la qualité, l'audace aussi d'aller toujours de l'avant, et également le faire connaître du plus près du grand public. Je voulais dire également que la manifestation qui a été annoncée par Jean-Paul et qu'on a présentée l'autre jour à la presse, qui est celle de la manifestation du 8 et 9 novembre avec Libération, est un événement important. Le repositionner sur le thème du corps, bien sûr, à Montpellier, c'était, me semble-t-il, une évidence, mais qu'on va pouvoir ancrer dans tous les aspects qu'elle représente, à travers le volet médecine sur Montpellier, à travers le volet sport. Nous avons 22 disciplines ici qui incarnent le fait que Montpellier, c'est une agglomération saute de la ville, dite la plus sportive de France, et puis bien sûr la danse avec toute la déclinaison de ce que représente le corps dans sa structure, son évolution, son expression, que l'on a beaucoup de plaisir et de chance aussi à apprécier depuis tant d'années. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire en ouverture de cette saison. Et puis dans un instant, moi je vais me livrer à une autre partie de sport, de danse, qui est celle d'animer le conseil d'agglomération où j'ai près de 90 affaires à présenter et à animer avec l'ensemble des conseillers communautaires. Voilà ce que je voulais vous dire d'entrée de jeu. Sachez qu'effectivement, le président de l'agglomération de Montpellier, l'ensemble du conseil, les élus de la ville et 31 communes sont tout à fait dans le volontarisme d'aider l'art, la culture, à commencer bien entendu par la danse. Et je ne vous quitterai pas sans vous dire également tout le plaisir que j'ai à accompagner des gens de la valeur exceptionnelle que sont Mathilde Monnier, Jean-Paul Montanari et toutes les équipes qui sont avec eux. Les abonnés, je vous salue et je sais que vous avez beaucoup de chance d'avoir les artistes, les chorégraphes et les metteurs en scène que nous avons ici. Merci. Merci beaucoup. Merci bien. Alors on va tout de suite s'articuler avec l'IB du coup. Allons-y Tania, prenez un des micros qui est là. On sait que l'IB organise régulièrement dans un certain nombre de villes des forums, des rencontres où beaucoup de monde assiste, selon les thématiques, selon la qualité des villes, selon aussi l'accueil des structures. Ça va jusqu'à 15 000, 20 000 personnes dans certaines villes comme Rennes par exemple, n'est-ce pas? Voilà. Et c'est vrai qu'avec Pierre Hivernat, qui s'occupe des opérations spéciales et le développement à l'IB, qui est un vieux copain à moi, ça fait belle lurette qu'on discute sur cette question du corps. Vous savez, c'est un de mes dadas d'avoir depuis longtemps raconté cette drôle de fiançailles, ces drôles de fiançailles entre cette ville et la danse. C'est pourquoi la danse a pris aussi bien à Montpellier, pourquoi il y a cette université de médecine, comme disait Jean-Pierre tout à l'heure, qui existe depuis si longtemps, pourquoi François Truffaut vient tourner ici, l'homme qui aimait les femmes. Pourquoi Montpellier semble être la ville la plus gay-friendly de France, apparemment, avec son énorme gay pride, etc. Donc effectivement, autour de la question du désir et autour de la question du corps, il se passe quelque chose dans cette ville et pas ailleurs, ici même. Donc l'idée qu'avec Libération, on puisse lancer un grand forum de discussion sur le corps, c'est fait, c'est en route. Allez-y. Bonjour. Donc moi, je suis chargée de l'éditorial des forums Libération depuis leur naissance, depuis 2007. Et alors, je vais d'abord vous expliquer ce que c'est un forum. Un forum, en fait, c'est 2 journées de débats. Alors, ce ne sont pas du tout des conférences, ce sont des débats. Je vais faire une petite métaphore. En fait, imaginez un journaliste qui écrit un article et qui va aller chercher des informations auprès de divers spécialistes. Et bien nous, ce qu'on vous propose, c'est d'amener ces spécialistes, de les mettre sur scène et de vous faire dialoguer avec vous. Comme ce que vous disiez, Monsieur Moore, en fait, c'est une façon de vous apporter l'excellence, non pas de la vulgariser, mais de l'apporter au plus près du public. Et donc, comment ça marche? En fait, c'est 1 heure de débat avec des spécialistes qui ont des profils très variés, c'est-à-dire qu'on peut faire dialoguer des scientifiques avec des artistes, des philosophes. Le tout est modéré par un journaliste de Libération qui est là pour préciser quand un point n'est pas clair, relever le débat.
Et la dernière demi-heure est dédiée aux questions du public. Donc là, vous avez la parole, vous êtes là pour poser toutes les questions qui vous turlupinent, demander des précisions voilà, sur le sujet qui est traité pendant 1h30. Alors ensuite, je reviens sur la question du corps. Ben, pour nous aussi, Montpellier, c'était une évidence de traiter ce sujet-là chez vous. Et en fait, à chaque fois qu'on organise un forum, on part vraiment sur le pôle de compétences, la valeur ajoutée d'une ville. Je vais vous donner des exemples. À Rennes, par exemple, qui est une ville très militante, on fait des forums sociétaux sur la question de la confiance, sur la question du respect ou de la dignité. À Marseille, on a fait un forum sur la Méditerranée. À Montpellier, on va parler du corps. Mais alors, le corps, on va le mettre en perspective, on va vous offrir une profondeur de champ. Je vous donne des exemples de débats qui seront traités pour que vous compreniez un peu plus. Par exemple, on va traiter un débat sur l'immortalité. Alors, on a invité un intervenant que vous connaissez très certainement, qui est le professeur Jean-Marc Lemaître, qui est un biologiste qui a réussi, avec son équipe, il y a 2 ans, à rajeunir des cellules souches. Donc, il travaille vraiment sur le rajeunissement et la question de l'immortalité. Et on va le faire débattre avec un philosophe, mais aussi avec Jean-Marc Truon, qui est la référence en matière de science-fiction et qui, dans ses œuvres, très tôt, dès les années 80, avait anticipé la question de comment est-ce que la société pourrait gérer et aborder la question du vieillissement. Voilà, ça c'est un exemple. Après, il y a des tas de personnalités très différentes. Alors évidemment, on aura des danseurs, notamment Steven Cohen ou Gilles Jobin, et bien d'autres à venir. On a énormément de scientifiques qui seront là, on aura des écrivains, je pense notamment à une personne à qui je suis très attachée, qui est un écrivain, poète et surtout Asperger, et qui parle très très bien de la façon dont son cerveau fonctionne, dont la pensée chemine dans sa tête. Voilà, donc il sera là sur une table ronde consacrée au cerveau. On aura la première femme politique afghane, Shekeba Hashemi, qui vit maintenant en France, qui a été ministre des Affaires étrangères et qui viendra témoigner du rôle des femmes dans la politique, du rapport au corps. Voilà. Il y a vraiment pléthore d'intervenants et des rencontres très belles à faire au Forum Libé, donc je vous invite à y participer. Merci, ça se passe le vendredi 8 et samedi 9 novembre au Quorum. Tout est entièrement gratuit, mais il faut que vous soyez inscrits. Donc vous serez très vite avertis par Montpellier Danse, puisque c'est Montpellier Danse qui prend toute l'organisation à sa charge. Vous serez avertis par Montpellier Danse pour vous inscrire via nos propres méthodes. Et vous serez attendu donc au Quorum quand vous arriverez, puisque tout sera guidé, tout ça. Donc voilà, 2 jours complets de rencontres. Ça peut être assez... Si ça marche en plus, c'est quelque chose qui est pas one-shot. Normalement, ça se reproduit d'année en année, si ça marche bien, bien sûr. Alors, je tiens à préciser qu'il y aura 15 débats, mais on avait 50 idées. Donc effectivement, il y a matière, il y a de la matière pour le reste. Très bien, merci beaucoup. Merci bien. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On regarde le film. Alors vous savez, comme d'habitude, on fait un petit film de présentation, ce qui d'une certaine manière vous introduit immédiatement dans la programmation. Et ensuite, avec tous ceux qui sont là, on parle de la suite. Le siège vide, c'est le siège d'Aurélien Bory, dont vous allez voir le travail avec le groupe acrobatique de Tanger dans quelques minutes. Il est coincé dans un train entre Sète et Montpellier. Quelqu'un s'est jeté sur la voie, donc vous savez, tout se bloque pendant 2 heures. Donc voilà, donc s'il arrive, il arrivera en fin de séance. Voilà. Donc on va jeter un œil, comme ça nous on déblaye, on va jeter un petit œil sur le film et on se retrouve dans 14 minutes. À tout de suite. Comme ça, le président Moore peut y aller. J'adore faire ça. C'est comme ça, je ne peux pas faire autrement. Alors, vous allez interviewer Mathilde, parce que comme ça, elle dira des choses un peu différentes de ce qu'elle a dit la dernière fois. Mais avant que vous l'interrogiez, et dans cette saison, puis après je vais aller faire des tours, boire des coups, je voulais vous signaler 2 choses extrêmement importantes qui, une me tient beaucoup à cœur, l'autre me tient aussi à cœur, mais dans une moindre mesure. Je veux parler du spectacle de la Batcheva, qui est une... Donc allez-y, c'est une des plus belles choses que j'ai vues de ma vie, en tous les cas une des pièces les plus essentielles de ces 10 dernières années. Ça s'appelle Sadé 21, ça a été créé à Tel Aviv il y a 1 an ou 2.
On l'a vu il n'y a pas longtemps. Moi, je l'ai vu à Chaillot, je crois, enfin à Paris en tous les cas. Et je dois dire que Ouad Narin est sans doute actuellement un des 2 ou 3 plus grands chorégraphes du monde. Donc ne loupez pas cette pièce qui est magnifique. L'autre, évidemment, vous aviez déjà compris, c'est l'arrivée à Montpellier de Benjamin Millepied et de sa relativement petite compagnie, LA District, non, LA Dance, comment ça s'appelle? Projet Dance. LA Los Angeles Dance Project, c'est ça? Avec alors pour Montpellier 3 pièces, ce n'étaient pas les mêmes qu'on a vues à Lyon la semaine dernière et qu'on voit à Paris, que Mathilde a vu aussi à Paris il y a quelque temps. Elle a à peu près le même avis, enfin on a presque le même avis sur les choses. Allez, venez voir I danse du Forsyth, pas trop mal. I danse du Cunningham, c'est très difficile à faire Cunningham, quoi qu'on en dise. Bon, mais voilà. Et puis il y a une pièce de Benjamin Millepied, ça vous permettra de découvrir ce qui va dans quelques mois être le nouveau directeur du Ballet de l'Opéra de Paris et mari de Nathalie Portman, pour être tout à fait people ce soir, n'est-ce pas? Très bien. Merci. C'était les 2 choses dont je voulais vraiment parler. Voilà, je serai pas loin. Si vous avez des questions, je reviens. Hein. Débrouillez-vous Merci. maintenant, parce que si je reste, je vais. Voilà. Merci. 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 Je voulais juste. Ça vous a plu la vidéo? C'est super. Hein, enfin, vraiment, on voit que cette saison, ça va être l'esprit de la danse, l'esprit de la recherche de la danse que vous avez tous, hein, parce que je sais que vous êtes un public très averti. Là, on voit que la danse, elle est éclairée de plein de manières différentes. Et puis, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur le traitement du corps, par la dignité du corps, le respect et tout, la question, elle est posée quand même. Moi, j'ai vu beaucoup de choses dans cette vidéo de présentation qui rejoignent des thématiques qu'on traitera dans le forum. J'ai vu du désir, j'ai vu de la folie, j'ai vu la question de la nudité. On en parlera tout à l'heure, mais handicap vraiment, aussi. C'est tout de suite, il y a plein d'idées. Et vous devez avoir plein de choses aussi. Donc, du coup, Et justement, ça tombe bien, voilà, parce que c'est moi qui démarre et qui démarre avec Mathilde Monnier. Voilà. D'une part, pour diverses raisons, mais aussi parce que c'est un peu premier spectacle, c'est le début, des premières propositions hors des studios, des répétitions. Donc c'est Gustavia, qu'on a vu en intro du film. Avant de parler du fond, de votre collaboration avec la Ribot, je crois que c'est... j'ai été la semaine dernière à une présentation de presse beaucoup plus intime. C'est une pièce que vous aviez envie de refaire à Montpellier, parce que, à vous nous l'expliquer, au moment où vous l'avez faite en 2008, elle n'était pas complètement finie, elle n'était pas en tout cas aboutie au point où vous le vouliez. Oui, alors bonjour d'abord. Oui, en fait, ça arrive souvent en fait qu'aux premières, on ne soit pas prêt. Voilà, ça c'est quelque chose qui... Bon, moi, il m'est déjà arrivé plusieurs fois, mais c'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup d'artistes ici ou dans la salle qui pourraient dire la même chose. Et pour plein de raisons, là, il se trouve que Maria Laribotte avait été blessée. Donc en fait, on avait fait cette première qui était une première où on n'avait pas pu répéter, enfin, on n'était pas aussi près. Donc la pièce, après, a beaucoup tourné, presque 100 fois. Et on a vraiment fait vraiment beaucoup tourner, toutes les deux. Et du coup, on revient avec une pièce que je voulais remontrer au public à Montpellier, parce que je pense que du coup, on est peut-être un peu passé, le public est peut-être un peu passé à côté. Et puis voilà, c'est une pièce où je danse aussi, donc j'avais envie aussi de danser dans la programmation. C'est un duo. C'est un duo. Avec une danseuse espagnole, la Ribot. Vous pouvez nous parler d'elle un peu? Alors, la Ribot, c'est un personnage assez particulier dans l'univers de la danse contemporaine et on dit souvent de la performance, parce que d'abord elle est madrilène, elle a été connue surtout pour ses pièces distinguées qui sont des petites pièces qui pourraient être des pièces qu'on pourrait jouer dans des musées. C'est une des premières à avoir ouvert comme ça un espèce un format entre la danse contemporaine mais aussi des œuvres d'art plastique. C'est une artiste qui est assez étonnante parce qu'elle pose vraiment à chaque fois des questions sur l'art, sur la danse contemporaine, des questions vraiment importantes sur le format de la danse contemporaine. Et en même temps, toujours, je trouve, avec beaucoup d'humour, c'est ce qui la caractérise beaucoup, une certaine violence espagnole aussi. Et il n'y a pas beaucoup de femmes drôles. C'était aussi pour ça qu'on s'est rencontrés, parce que j'ai cherché un peu comme ça, est-ce qu'il y a une autre femme avec qui je pourrais partager ces questions du burlesque, un esprit comme ça assez haut placé. Et avec Maria, j'ai eu ce que je voulais. Oui, parce que dans le burlesque, on connaît souvent le cabaret, burlesque, des choses qui sont assez
assez connu, et qui d'ailleurs il y a eu des regains de mode. Dans la danse contemporaine, c'est quelque chose c'est des rencontres, c'est une part d'improvisation, il y a quelque chose comment on envisage ça? C'est quoi le burlesque finalement? Le burlesque, c'est souvent un duo, c'est-à-dire c'est vraiment deux personnages. C'est rare d'avoir un burlesque solitaire, il y a souvent deux personnages, donc c'est comme les clowns, hein. Même si burlesque et le clown, c'est quand même deux genres différents, mais voilà, il faut être deux. Deux personnes qui se ressemblent si possible ou qui s'opposent complètement. Et donc c'est une sorte de... Il faut trouver son binôme, je dirais, il faut trouver son clown blanc ou son clown. Et là, mon clown, c'était Maria, une espèce d'alter ego comme ça. Donc c'est une pièce, et en même temps c'est une pièce classique, bizarrement, je dirais. J'ai souvent ce mot qui me vient à la bouche parce que il y a du Hamlet dedans, il y a plein de citations littéraires, et en même temps tout ça c'est fait avec beaucoup d'humour. Et c'est un espace très classique, très noir, un vrai théâtre reconstitué. Donc voilà, c'est à la fois le clown, mais aussi dans un espace classique. Le fait que vous rejouez Gustavia pendant ce week-end du Forum de Libération, donc c'est le corps 8 féminin. Voilà. Le 8 novembre, deux fois, hein, une fois à 18h, une fois à 22h, donc vous avez déjà joué deux fois le même jour. C'est un concours de circonstances, c'est voulu, comment ça s'est passé? Il y a des liens? C'est sûrement voulu. Par qui? Là, par tout le monde. Je sais pas. Par les programmateurs de Montpellier Danse, j'imagine. En tout cas, ça s'insère très bien dans le Forum Libé. On parle du corps de la femme à la fin, vous avez quand on voit dans le film. Ces deux corps de femmes on sur le plateau. On décortique le corps de la femme à la fin, c'est une scène qui est assez longue, qui est presque une scène de théâtre, hein, puisqu'on parle beaucoup dans la pièce. On danse aussi beaucoup, mais on parle. Voilà, il y a une espèce on divague complètement sur un corps reconstruit, sur plein de préjugés, sur la femme, le féminisme, la femme d'aujourd'hui. Voilà, on essaye de dépasser un peu tous ces clichés qu'on nous rebalance toujours sur les questions du féminin. Bon, il y avait une petite phrase là qui m'a interpellée, c'était vous disiez la danse est très peu comique par essence. Enfin, c'est dans la note, et justement c'est très intéressant parce que même, elle est espagnole, et bon, on sait que c'est quand même une manière de traiter les choses qui est très dramatique, enfin très sérieuse, au niveau des émotions. Et là, du coup, il y a ce côté burlesque. Est-ce qu'il y a un... Oui, c'était un peu le challenge. On a beaucoup vu, revisiter le cinéma burlesque, donc le Buster Keaton, notamment, qui est un peu une grande source, parce qu'on a piqué plein de trucs qu'on a refait, mais pour le théâtre, parce qu'au cinéma, il y a des effets de cinéma qui sont faciles à faire au burlesque, et puis d'un coup, quand vous êtes sur une scène, c'est plus du tout la même chose. Donc il a fallu tout réadapter d'une manière contemporaine, un peu tous les trucs. C'est de la technique, le burlesque, hein. C'est comme les clowns. Voilà, donc toute cette influence, pour être drôle, c'est un vrai travail, en fait. C'est quelque chose qui s'apprend, il faut une certaine technique. Donc par rapport à la danse, Et par rapport à la danse, il n'y a pas beaucoup de pièces drôles où on rit. C'était aussi l'idée, c'est pas non plus de chercher à faire rire les gens, parce que souvent c'est en voulant y arriver qu'on n'y arrive pas. Mais en tout cas, c'était une sorte de visée comme ça, en se disant une visée pour nous-mêmes. Est-ce qu'on est capable d'être aussi drôle? Voilà. Après, vous me direz. Merci. Mathilde, il y a Gustavia, mais aussi Domaine. Voilà. On va en parler un peu. Et aussi le projet, donc c'est MPLR, nom de code assez simple, hein, Montpellier Danse en Languedoc-Roussillon. Où Mathilde participe d'ailleurs. Voilà. Oui. Alors là, je vais demander à Anne Fontanesi, puisque c'est elle qui est responsable, Anne, de parler des domaines. On va quand même. Oui, viens. Anne, viens. Je préfère parce que c'est Anne Fontanesi donc, qui est chargée de la programmation des domaines. Donc c'est elle qui va vous en parler beaucoup mieux que moi. Bonsoir. Oui, donc les domaines, donc, je pense que vous connaissez pour la plupart d'entre vous. Donc c'est un programme qu'on a au Centre chorégraphique qui consiste à inviter des artistes à montrer différents types de sources autour de leur travail, donc qui viennent soit montrer des pièces abouties, soit en cours.
et puis partager avec le public différentes pratiques. Elles sont chorégraphiques ou discursives. Ça dépend un peu de la proposition que l'artiste fait au centre chorégraphique. Donc il est là pendant une dizaine de jours environ et les propositions alternent entre expérimentation et pièces abouties. Juste peut-être pour donner un petit éclairage sur la programmation des domaines, je dirais que cette année c'est un petit peu sous le signe de la révolte qu'elle est organisée, cette programmation. Alors, pas dans l'ordre, mais je voudrais déjà prioritairement attirer l'attention sur le domaine d'Alain Buffard, qui est paradoxalement, en tout cas pour moi, l'artiste le plus institutionnalisé, et puis qui surtout est en révolte permanente entre la question des dominés, des dominants, l'histoire de la colonie, et qui va de façon un petit peu kaléidoscopique présenter pour ce domaine une exposition d'artistes venant de cultures différentes, d'artistes turcs, d'artistes africains. Montrer, c'est lui qui propose le solo de Nadia Begré, qui est une artiste qui était invitée également étudiante dans le cadre de Exerce, qui est un solo qui s'appelle Quartier Libre. Quartier libre, c'est aussi ce qu'on se dit quand on a quartier libre, faire ce qui n'est pas permis. Donc un espace d'émancipation et aussi de révolte. C'est une artiste ivoirienne. Et puis une collaboration avec la CIMAD et la Maison du Tiers-Monde, avec des témoignages de personnes migrants qui viendront également participer à ce domaine. Voilà, donc ça c'est Alain Buffard et c'est en 2 soirées. Je me permets d'intervenir puisque le domaine est en lien direct avec la programmation de la saison, puisqu'Alain Buffard est programmé au Théâtre de Grammont avec Mauvais Genre, qui est une pièce qu'il aurait dû créer en 2003, et que donc il n'a pas pu créer puisque cette année-là il n'y a pas eu de festival. Et donc on va présenter qu'il remonte avec une quinzaine de chorégraphes de la région. Donc vous allez retrouver sur le plateau, Mathilde n'a pas pu y participer malheureusement, mais il y aura Fabrice Ramanengo, Mathieu Hockmiller, Anne Lopez peut-être. Enfin voilà, une quinzaine d'artistes de la région qui seront sur le plateau et ce sera fin novembre et c'est au Théâtre de Grammont. Et puisque le domaine était dans Oui, tout à fait, c'est assez complémentaire d'ailleurs de montrer le travail autour de domaine et puis ces pièces. Ensuite, je parlerai de Casper Teplitz, qui est musicien, qu'on accueille dans le cadre d'un festival expérimental de musique qui s'appelle Sonorité. Casper Teplitz s'est associé à une chorégraphe qui est Myriam Gourfink, et je dirais que c'est un petit peu l'éloge de la lenteur, créant une tension entre 2 points qui sont l'extrêmement lent et l'extrêmement noisy qu'est sa musique, qui est une musique, voilà, une musique adolescente, un petit peu marqueur d'altérité, comme ça, on se dissocie d'une forme plus traditionnelle, et donc Casper joue de la musique, et Myriam est chorégraphe, interprète dans cette pièce-là de Casper Teplitz, un peu en utilisant son corps avec des capteurs, et puis elle devient instrument de musique de cette chorégraphie. Après, rapidement, il y a Antonia Livingstone, donc, qui est de Vancouver, qui est une artiste que je qualifierais de contre-culture anglo-saxonne, donc qui y trouve une alternative un peu au way of life d'une culture lesbienne. Elle fait du skate, elle est extrêmement féminine, extrêmement masculine. Elle présente un solo qui s'appelle The Part, qui est un solo de 2004, qui a fait vraiment le tour de beaucoup de scènes en Europe. Voilà, donc on reprend, et qui est en fait où elle se joue d'une figure un peu burlesque aussi entre Père Noël et diva, voilà. Et puis ensuite, elle proposera un temps d'expérimentation avec Jennifer Lacey, une artiste américaine, donc sur ce contrepoint un peu une alternative culturelle. Miguel Gutiérrez, dont vous avez vu un extrait aussi assez un américain, donc lui qui est plutôt empreint d'une pratique de l'entertainment. Alors c'est Broadway, c'est la comédie musicale, mais là avec beaucoup de distance, mis au service d'un projet où il va réinventer un peu un nouveau mode de relation avec le public. Voilà, donc il y a surtout un deep aérobique, un cours d'aérobique qui est donné à tout le monde, très new-yorkais, voilà, qui peut être assez rigolo, où on propose des costumes, les gens viennent costumés et on danse tous des cours d'aérobic. Voilà, donc il joue comme ça de manipulation de groupe avec une chorégraphie.
Et puis pour terminer, peut-être quelqu'un qui est dans une abstraction un peu plus sérieuse, malgré le fait qu'elle travaille autour de John Cage, Lecture on Nothing. Donc elle va danser sur une lecture de John Cage, une lecture sur rien. Et là, on est plutôt sur un rapport au langage et au mouvement et de composition. Voilà, donc c'est un petit peu très rapidement comme ça, les domaines de la saison au Il Centre s'agit d'Esther chorégraphique. Salmon. Esther Salamon, oui. Bon, Mathilde, tu ne nous as pas dit, excuse-moi, je te prends ta parole. Je t'en Tu prie. ne nous as pas parlé de la danse en région, puisque tu vas être présente. On est présent avec cette pièce que vous avez peut-être vue, Qu'est-ce qui nous arrive, que j'ai créée cet été au Festival de Montpellier Danse, donc avec des amateurs. Et le dessinateur François Hollislager. Cette pièce est reprise à Carcassonne bientôt. Oui, Et à Carcassonne. voilà. Et donc avec des amateurs de Carcassonne et certains de Montpellier. Et à Sérignan beaucoup plus tard. Au mois de mai. Au mois de mai, avec donc c'est encore ouvert d'ailleurs s'il y a des gens d'entre vous qui ont envie d'y participer, c'est tout à fait possible. Vous vous inscrivez à Sérignan et ce sera un plaisir de vous rencontrer et d'avoir du public aussi sur le plateau avec nous. Parce que vous avez bien remarqué que depuis quelques années, Montpellier Danse a une programmation en région qui s'appelle Montpellier Danse en Languedoc-Roussillon et où on propose aux chorégraphes qui ont créé leurs pièces dans le cadre du festival d'aller tourner ces pièces en région. Donc Mathilde, effectivement, très bien, mais il y aura également la création d'Emmanuel Gatt, Goldlandberg, que vous avez vu au Quorum l'été dernier, qui là va passer à Narbonne et à Alès. Blancali avec ses robots, qui va aller danser à Bédarieux et tout un tas d'autres propositions. Donc ça, pour nous, c'est extrêmement important et c'est vrai que ça va durer pendant toute la saison. Alors pour certains spectacles, d'ailleurs, on peut vous emmener en bus. Je crois qu'à Carcassonne, on va vous amener en bus et à Alès, on devrait vous amener en bus également, si vous le souhaitez, bien sûr. Je te rends la parole. Non, moi je vais donner la parole à Lucie, qui va un petit peu poser des questions à Elisabeth sur cette création qui arrive très bientôt, je crois. Non, au début de l'année. Voilà. Bonjour Ali. Bonjour. Donc voilà, Raya Zone, ce sera le 21 janvier et le 22 janvier à 20h au théâtre Jean Villard. Voilà. Voilà, donc c'est super ce qu'on voit sur la vidéo. C'est une création que vous faites avec votre frère, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est la première création qu'on a fait avec mon frère ensemble. Et bon, voilà, on a des parcours tous les deux assez différents, mais bon, on est frères, donc on s'est toujours suivis à travers ces parcours. Mais moi, disons que je viens d'une école de cirque. J'ai fait le CNAC, une école en France, le Centre national des arts du cirque. Je suis sorti en 2001 et puis en sortant de là, j'ai travaillé avec énormément de chorégraphes français, belges. Il y a Découfflé, c'est ça. Découfflé, Joseph Nadj, et puis récemment, je travaille encore avec qui je collabore encore, Sidi Larbi. Et donc voilà, disons un parcours, on va dire un peu chanceux aussi quelque part d'avoir rencontré ces personnes et de travailler avec eux. Et puis d'un autre côté, mon frère, lui, il a eu une maladie à l'âge de 17 ans. Il a eu un cancer qui l'a. Donc voilà, on voit sur la vidéo qu'il a une jambe amputée. Et il a passé ces 10 années où moi j'étais vraiment en pleine, on va dire, en pleine découverte physique. Lui, il les a passés à errer, à voyager, un petit peu réfléchir à la scène et à ce que représentait l'exploit, ce que représentait le mouvement, ce que représentait. Donc voilà, on a mis tout ce temps, j'ai envie de dire tout ce temps, toutes ces 10 années, à chacun un petit peu s'interroger de notre côté avant de se retrouver et de se dire qu'il fallait qu'on se pose les questions ensemble. Et au bout de 10 ans, voilà, on a créé cette pièce qui s'appelle Raya Zone, et qui est si je dois vous parler un peu du titre, parce que ça résume un peu notre... Parlez-nous du titre. Voilà, ouais. le titre, c'est deux mots, c'est un mot arabe et un mot français, Rayah, qui est un mot qui pourrait être traduit par plusieurs mots en français, comme voyage, errance, voyageur. Ça c'est pour Rayah, et zone, qui est le mot zone, la zone industrielle, la zone... Comme on pourrait l'utiliser péjorativement,
Donc on avait trouvé ce titre parce que ça correspondait aussi à notre culture. On est de double nationalité, belgo-tunisien. Donc on a été balancé un petit peu entre ces deux cultures d'une manière tout à fait assumée et intéressante. Enfin, je veux dire, il y en a qui le vivent mal, nous pas du tout. Au contraire, là, on ça voit que ça a été quelque chose qui a été utilisé finalement dans votre travail de création. Voilà. Justement, tous ces croisements. Vous parlez des interactions, les rencontres. Donc voilà, il y a des cultures qui se rencontrent. Voilà, c'est ça. En fait, ce spectacle, on avait essayé de faire à travers une fable d'expliquer un peu notre parcours, enfin pas d'expliquer notre parcours, c'est-à-dire que c'était pas autobiographique, mais je veux dire à travers une fable faire ressortir tous les éléments de notre parcours en tant que frère, mais en tant que aussi porteur de deux cultures. Donc c'est pour ça que le spectacle est très imprégné de musique. Enfin, on travaille avec le répertoire soufi, donc on travaille avec 5 musiciens. Sur scène, 5 musiciens soufis qui font des percussions et des voix uniquement. Donc une forme très traditionnelle de chant, parce qu'il y a dans le soufi, il y a beaucoup de styles différents. Là, c'est vraiment le soufi traditionnel tunisien. On a essayé de le respecter le mieux possible, parce qu'on avait besoin d'une espèce de base, on va dire, comme un chœur à la pièce. Qui bat à travers cette musique. Et c'est ça justement, je rebondis sur ce que vous dites, parce qu'à un moment donné, vous parlez, vous vous basez sur ce chant soufi qui dit « Sois heureux un instant, cet instant, c'est ta vie ». Et juste par rapport à, notamment, on imagine les combats de vie que ça doit être, après de revenir sur la scène avec une jambe en moins, aussi entre frères, se rencontrer comme ça, ça demande quand même... une autonomie pour être côte à côte avec toute son intégrité. Enfin. Oui, après pour être pour parler à la place de mon frère, lui, c'est absolument pas une revanche ni un combat qu'il a dû mener. C'est une réalité. Oui, mais c'est une force en fait, justement. C'est une force. Disons, on est bien obligé de le constater par rapport au handicap, comment le handicap est assumé dans une société. On le constate que c'est dur, que c'est un calvaire pour énormément de gens. Mais mon frère, cette question n'a jamais été posée de cette manière-là. Ça a juste été posé, d'ailleurs comme pour le mouvement, pour la pièce, c'est-à-dire on ne s'est jamais dit on va travailler autour du handicap. C'est juste on travaille avec un danseur avec une jambe en moins. Et comment on trouve des solutions physiques et pragmatiques, pratiques pour s'articuler autour de ce manque. Et puis qu'est-ce que ça apporte de plus aussi dans le mouvement. On ne va pas ignorer. Donc voilà. Mais la pièce ne s'articule pas du tout autour de cette question-là. La pièce s'articule, disons, autour de questions plus personnelles, plus philosophiques. Après, je peux vous en parler, mais j'ai pas envie de vous endormir. Mais voilà. Mais si, c'est intéressant parce que justement, cette force c'est vraiment très spirituel, quoi. C'est quand même, c'est un projet même au niveau de la musique soufie. Donc c'est la trance, c'est la répétition. Mais ça, c'est la musique. Parce que nous, on est absolument pas mystique. Le corps, en fait, il est quand même pénétré par cette musique. Bien et puis, sûr. ça donne quelque chose. On voit bien, en fait, vous posez aussi des questions par rapport à la question de la folie, la raison, la mort, tout ça. Donc c'est quand même des thèmes très très fort. Donc la musique soufie, elle est quand même là pour soutenir ces thèmes qui sont quand même très spirituels et très... Elle est là pour peut-être pour les souligner. Les soutenir, je ne sais pas, parce que sinon, ça voudrait dire qu'on prend un parti mystique avec la musique et qu'on se sent porté par le mysticisme de la musique, et ce n'est pas le cas. Nous, disons, si je fais vraiment très court pour ce qui est de la fable qu'on essaye de conter dans cette pièce, on s'est basé énormément sur le célèbre livre de Friedrich Nietzsche, Ainsi parlait Zarathustra, et notamment sur un texte qui parle des 3 métamorphoses de l'esprit, comment l'esprit doit devenir enfant, lion, enfin dans l'ordre c'est chameau, lion, enfant, c'est-à-dire chameau qui représente le chargement de tout ce qu'on a vécu et de tout ce qu'on a traversé dans notre vie sans destination, c'est-à-dire on traverse le désert avec nos questions sans avoir de but. Ça c'est la métamorphose
du chameau. La métamorphose du lion, lui, c'est défendre un territoire de la pensée, c'est-à-dire avoir la raison, donc mettre un territoire dans sa pensée. Et le troisième, l'enfant, qui correspond plus à la folie, qui est, lui, une roue qui tourne librement sur elle-même et qui se renouvelle constamment. Donc finalement, c'est une fable on a présenté ces trois personnages avec mon frère, Lionel, le troisième danseur, et moi, qui campons ces trois personnages, moi la folie, mon frère le chameau, la mort, et Lionel la raison, le lion. Et on a essayé de traverser l'espace et de faire rencontrer ces trois personnages qui pourraient être qui en l'occurrence ne sont qu'un esprit, mais qui se battent à l'intérieur de leur réflexion. Donc en fait, vous êtes des émanations de toutes ces phases, Donc du coup, vous-même, en tant qu'interprète, qu'est-ce qui s'est passé pour pouvoir exprimer ça? On y a été de nous, hein. C'est-à-dire que moi, ça me correspondait bien, la folie, ça je devrais vous expliquer peut-être des choses plus personnelles mais on va s'arrêter là. Tout savoir. Et puis mon frère, ça semble évident, coup sur coup, il a eu 2 cancers, il a passé à peu près 10 ans de sa vie à se demander s'il allait tenir les 6 mois qui suivaient. Et puis Lionel, c'est un casting. C'est quelqu'un qui représentait très bien, quelqu'un que je connais, que j'ai rencontré avec Joseph Nadj, et qui pour moi correspondait le mieux à camper ce personnage. Le chameau. Non. Ah non, excusez-moi. Le lion. Ah désolé. Autant pour moi. Juste pour ajouter, ce spectacle est donc présenté en collaboration avec le Théâtre Jean Vilar, c'est-à-dire que nous l'accueillons ensemble. Nous venons d'avoir des nouvelles d'Aurélien Bory Merci, qui arrive. C'est bon, sa chaise est toujours là. Et du coup, Lucie, tu vas pouvoir poursuivre. On va continuer, voilà. Avec Mitya Fedotenko. Bonjour Mitya. Bonjour. Alors donc Mitya, votre spectacle s'appelle Sonata Hamlet, comme on l'a vu sur la vidéo. Sera présenté le mercredi 29 janvier et jeudi 30 janvier au théâtre La Vignette. Donc vous avez ça sur vos programmes. C'est bien ça. C'est ça. Vous êtes en résidence ici pour préparer, donc apparemment c'est l'aventure, cette préparation. Tout va bien. Oui, on a déjà passé 2 semaines en studio Canyongam. Si on parle de l'aventure, c'est parce qu'une partie de décor qui n'est pas rentrée dans le studio. C'est pas grave à cette phase-là parce qu'on a déjà bien ciselé la pièce. C'est une recréation de la pièce qui était créée dans le cadre de Sujet à vif. Ceux qui ne connaissent pas, c'est un cadre particulier à l'intérieur du festival d'Avignon. Je voulais dire Montpellier Danse. Qui consiste à une rencontre entre 2 artistes. Dans mon cas, c'était une rencontre avec François Tanguy, qui est metteur en scène français, pour ceux qui ne connaissent pas, qui habite et vit à Lyon, qui dirige au Mans, qui dirige un lieu, Théâtre du Radeau. Voilà. Et donc, cette rencontre a donné une création où je savais déjà dès le départ que je vais créer la suite. Pas forcément avec François. C'était vraiment rencontre pour Sujet à vif. Et après, ce qu'on est en train de faire, c'est recréer carrément la musique, rajouter les parties qui manquaient parce que j'étais obligé de couper 3 parties pour le Festival d'Avignon. Oui, tu devrais expliquer que dans les Sujets à vif, ce sont des pièces d'une demi-heure qu'on vous impose, sans lumière, en plein jour. Sans lumière, sans décor, c'est rien du tout. C'est presque une épreuve pour un artiste, comment il va réussir de créer une œuvre qui va durer 30 minutes. C'est pas une commande, mais quand même... Voilà, on sait qu'il faut que le décor soit démonté très très vite, etc. C'est un peu l'épreuve Mais ce n'est du pas feu, essentiel quand même. C'est un peu cette épreuve du feu finalement qui fait qu'une fois que vous avez l'essence de la pièce, vous pouvez ensuite la compléter. Enfin là en l'occurrence, vous avez du coup ajouté ce travail musical qui est très... Ça dépend.
Je sais, en tant que spectateur, moi j'ai vu aussi certaines pièces dans le cadre de Sujets à vif qui étaient ratées, à mon sens, parce qu'une des conditions, c'est aussi qu'on n'a jamais travaillé avec cet artiste-là. Donc c'est une vraie rencontre qui, comme toutes les créations, il y a des dangers que ça passe ou ça casse ou ça passe pas bien. Dans notre cas, c'est très bien passé. Moi, j'étais allé à la rencontre de François pour effectivement soulever tout ce gros bloc qui, pour moi, démarrait depuis pas mal d'années, de travailler sur des textes, sur déjà posture d'Hamlet, c'est quelque chose de très important qui m'intéressait depuis l'enfance. Ici, il faut préciser, hein, c'est le texte Hamlet Machine de Heiner Müller. Voilà, c'est un dramaturge metteur en scène du bloc RDA, bloc l'Est. C'est pas par hasard que je me suis adressé à ce texte-là. Oui, vous êtes de culture slave et européenne à la fois. Donc vous travaillez de... Tout à fait. Et puis aussi, je pense que Heiner Müller, il a réussi de créer une synthèse, si on peut dire, une synthèse autour de postures d'Hamlet, qui pour moi signifie par un être humain d'aujourd'hui. Ce n'est pas Hamlet de royaume danois de William Shakespeare, c'est quelqu'un qui vit aujourd'hui. Et ce n'est pas seulement masculin, c'est aussi chacun de nous, chacun parmi nous qu'on rencontre tous les jours, qu'on peut aussi, à mon sens, voir dans le journal du soir, dans les faits divers, quand les banlieues s'enflamment. Pour moi, il y a un rapport à cela. Je ne vais pas peut-être rentrer en détail pourquoi et comment, mais en tout cas, par cette création-là, pour moi, il y a vraiment une espèce de cristallisation à la fois d'un rêve de gamin, de jouer Hamlet. J'ai vu beaucoup de films, beaucoup de pièces de théâtre d'abord dans mon pays d'origine, en Russie, qui m'ont enflammé, qui m'ont donné envie de passer à l'acte. Puis aussi, j'ai jamais vu Hamlet en danse. C'est une chose que, je ne sais pas, peut-être quelqu'un parmi vous a eu une occasion, mais moi, à ma connaissance, il n'y en a pas. Et puis aussi, voilà, il y a la rencontre avec le texte de Heiner Müller qui m'a bouleversé, vraiment. La rencontre se fait par hasard dans la création de François Verret, où je suis aussi danseur, artiste associé. Chez François Verret, avec François Verret. Et ça m'a donné envie d'y aller plus loin, parce que je me suis dit, bon, prendre une dizaine de phrases de Hamlet Machine, t'indique que le sujet demande vraiment se focaliser là-dessus. Et puis aussi, ce qui s'est passé peut-être pour moi, mais c'est vraiment une chose personnelle, c'est il y a 2 ans, toutes ces manifestations, toutes ces prises de conscience sont contre Vladimir Poutine dans mon pays. Et c'est là que j'ai fait un lien entre ces 3 points historiques. Hamlet de Shakespeare, RDA du bloc soviétique de Heiner Müller, et puis ce qui se passe actuellement. Pas seulement en Russie, hein, ça peut se passer n'importe où. Ouais. Donc on sent que c'est une pièce qui est très engagée, déjà par rapport à, politiquement, et puis par rapport à vos origines. Donc ça questionne aussi toute cette notion de, la limite, les frontières, même du coup au niveau du corps, c'est toutes ces limites de cette violence, de folie, quand le corps il est opprimé en fait par justement ces frontières qui sont parfois invisibles, ces limites qui sont invisibles, cette oppression. Et du coup, au niveau de la création chorégraphique de la danse en elle-même, parce que là, comment éclairer le public par rapport à cette création? Comment ça s'est passé, toute cette démarche physique en fait par rapport au texte? Est-ce que vous êtes il y avait une phrase, un texte, quelque chose, et puis en fait vous vous êtes par les mots, vous vous êtes mis en forme comme ça physiquement, c'est aussi une chose personnelle, c'est que quand moi je lis quelque chose et le texte me prend,
j'ai des images tout de suite, c'est presque cinématographique, et j'ai envie tout de suite de le transcrire en mouvement, que ce soit à la maison, j'attends même pas le studio, je le fais presque d'une manière instinctive. Bon, on a manque de place à la maison, mais je le fais quand même. Et puis aussi les rencontres avec François Tanguy, et vient de là aussi, c'est-à-dire quand moi j'étais gamin, j'avais 12 ans, c'est la première fois que j'ai vu un spectacle de François Tanguy en vidéo, en Union soviétique encore, et c'est quelque chose qui m'a bouleversé. Je ne sais plus le nom du spectacle, ce que c'était, mais voilà. Et après, je rêvais travailler en danse sur cet aspect de théâtre. Mais il faut pas, je ne veux pas dire que c'est une pièce de théâtre, c'est une pièce de danse. Une pièce dansée, mais qui est très dense. Hein. On peut dire comme ça. Mais ça reste quand même une pièce de danse. Je défends ça surtout, même si je chevauche sur le théâtre, même s'il y a beaucoup de choses dites acrobatiques, même peut-être certains ils voient du cirque là-dedans aussi. C'est pas grave. Moi, je ne me pose pas de questions là-dessus. En tout cas, il y a un vrai engagement physique de toi sur le plateau, c'est-à-dire aussi bien effectivement avec ton corps, avec ta voix, et tu prends énormément de risques, c'est effectivement assez violent, mais l'engagement est certain, et ça c'est ce qui est très très fort dans ton travail. Et la relation avec la musique aussi, avec Marc Sens, le musicien. Par rapport à l'engagement, je ne vois pas les choses autrement. Hein. Je ne vais peut-être même pas rester là-dessus, parce que pour moi, une fois que tu abordes un propos fort, parce que pour moi c'est vraiment un propos qui me tient à cœur, sinon je ne vais même pas y aller pour soulever. Je me dis tiens, si j'ai pas assez de moyens, je parle pas de moyens financiers, hein, si j'ai pas assez de moyens d'acteurs, de performeurs, de danseurs, j'y vais pas. Donc il n'y a pas même pas de oui ou non. Voilà. Après, par rapport à la rencontre aussi avec Marc Sens... Vous voulez dire que dans tous les cas, vous y allez. Enfin, vous avez quelque chose à exprimer, donc peu importe... Comment ? Vous vouliez dire que peu importe que vous ayez les moyens ou pas, vous avez quelque chose à exprimer? Non, si je sens pas que je suis capable de soulever le propos... ah oui, c'est voilà, ça, d'accord. C'est de ça que je parle. C'est-à-dire que pour moi, écrire déjà dizaines de lignes dans un livret de la saison ou n'importe quel, c'est déjà un impact. Et pas seulement en tant que créateur, mais aussi en tant que spectateur. Quand je lis un texte de quelqu'un, si pour moi on met dizaines de lignes, il faut répondre. Il faut pouvoir, derrière ça, il faut pouvoir d'être capable sur le plateau, répondre à ça. De porter on va dire la force du propos, quoi, qui est ici assez lourd quand même. On voit même au niveau des images que c'est quelque chose... la manière dont c'est traité, ça peut... quelque chose ça peut effrayer. Ça peut faire un peu froid dans le dos. Ça peut effrayer, certes. En même temps, pour le public, justement, ça re-questionne voilà, pourquoi on va au spectacle. C'est quelque chose, voilà, même au niveau des forums, voilà, tous ces questionnements qui sont soulevés. Donc la danse, en fait, a une véritable fonction. Enfin, la culture, tout ça, ça a un pouvoir, un réel pouvoir, en fait, de communication. Oui. Poétique, en fait. C'est presque une anecdote. Quand on a fait un premier filage au Mans, dans la salle, il y avait les adultes handicapés mentaux. Moi qui ai pas mal travaillé avec les autistes, les handicapés mentaux, pour moi c'était un vrai défi de jouer devant eux. Et une réaction était incroyable. Mais vraiment, dans la salle, il se passait des choses où je ne pouvais pas rester aussi indifférent. Et des réactions, je parle des réactions, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de retenue. Sur certaines scènes, tu peux presque, comme on a parlé tout à l'heure d'humour, de burlesque, Mathilde a parlé de ça, pareil, avec les handicapés ou les enfants, vous pouvez vérifier certaines scènes si ça marche ou pas. Quand les gens se mettaient debout comme ça, et je me disais, tiens,
Ça marche. Ouais. Ça marche, donc on tient, Merci. on retient ça. Merci, merci beaucoup pour tout. Donc on va accueillir maintenant Aurélien Merci, Bory. merci Misia. Ils ont relâché. Bonsoir Aurélien. On a cru qu'on ne vous verrait jamais sur ce plateau. Oui, Bienvenue. moi également. Excusez-moi pour mon intrusion. Non, apparemment, vous aviez des bonnes raisons, des vraies excuses. Merci Mithia, en tout cas. Super. Ça va, vous voulez boire un verre d'eau? Ça va. C'est bon? Merci beaucoup. Aurélien Bory, donc vous faites partie de la saison Montpellier Danse 2013-14. Et vous allez nous présenter une pièce qui s'appelle Azimut, le 4 février exactement, à l'Opéra Berlioz, Corum, à Montpellier. Donc, grand lieu de la saison, enfin de la ville. Peut-être avant de parler du fond de la pièce, j'aimerais savoir si vous êtes le deuxième metteur en scène chorégraphe qu'on accueille, en tout cas que Montpellier Danse accueille par rapport à Marseille-Provence 2013. Le festival Montpellier Danse a reçu Angelin Prel-Jocage sur les 1001 nuits. Il était venu justement pour présenter ça avant les représentations. Vous, votre pièce, cette pièce-là est aussi liée, vous allez nous dire à quel point par rapport à cette opération. Alors c'est vrai que Marseille-Provence 2013, nous on n'est pas loin, on regarde ça avec des jumelles, hein. C'est à la fois très excitant, très intéressant, beaucoup de questions aussi se posent par rapport à ça. Comment c'est venu justement? Vous allez nous parler des acrobates aussi, donc c'est la troupe d'acrobatie de Tanger, marocaine. C'était une commande? C'était quelque chose que vous aviez déjà en tête? C'était un mélange des deux? Comment ça s'est passé en fait, la genèse de cette pièce? Oui, je dois dire que c'est vrai que je suis reconnaissant pour Marseille-Provence 2013 et pour Dominique Bluzet du Grand Théâtre de Provence de m'avoir fait cette proposition. Puisque en gros la proposition c'était de dire nous avons envie que tu fasses partie de Marseille-Provence 2013 et quel est ton lien avec la Méditerranée, puisque c'était un des grands thèmes de Marseille-Provence 2013. Et moi je n'ai qu'un seul lien fort, véritable, bien d'autres liens aussi, mais un seul lien tangible, concret, c'était l'aventure que j'avais menée avec les acrobates de Tanger à partir de 2003. Qui a été une aventure absolument extraordinaire, une rencontre très très forte, puisque depuis la plage de Tanger, j'ai créé un spectacle, Taoub, qui ensuite a dépassé quand même toutes nos espérances et a été montré dans le monde entier. Et ce qui était complètement inattendu, puisque au départ, je voulais juste faire un travail avec eux, faire une tournée au Maroc, montrer ce travail-là, puisque l'acrobatie marocaine est à la fois connue et à la fois méconnue. Et donc c'était un premier travail. Et donc ça a été une aventure aussi humaine, très très forte. Et donc c'est mon seul lien véritable avec la Méditerranée. J'ai raconté cette histoire. Et donc Dominique Bluzet et Marseille-Provence 2013 étaient très intéressés par avoir l'acrobatie marocaine au sein de l'événement. Donc je dis ça parce que si je n'avais pas eu cette proposition, je ne serais certainement pas revenu vers eux. J'avais fait déjà Taoub. Taoub avait été une histoire, et je ne reviens pas sur ce que je fais quand je crée un spectacle, par exemple en Chine, avec les acteurs de l'Opéra de Pékin. Je ne vais pas refaire un spectacle derrière avec eux où les portraits de femmes, portraits de danseuses, là j'en ai fait 2, Stéphanie Fuster ou Kaori Ito. Je ne vais pas réécrire un spectacle pour eux. J'essaye à chaque fois qu'une aventure soit d'une certaine manière unique, complète, et que les pièces peuvent dialoguer entre elles, mais je n'aime pas l'idée comme ça de revenir. Et je l'ai fait pour le groupe acrobatique de Tanger, parce que j'ai trouvé que c'était l'occasion, d'une part, une occasion incroyable, parce que quand j'imagine ces artistes que j'ai connus vraiment dans un contexte tout autre, sur la plage de Tanger, où c'est leur lieu d'entraînement. Et Tanger est un grand endroit de l'acrobatie marocaine, parce que cette acrobatie vient du sud du Maroc, mais dans l'histoire, les acrobates essayaient de venir trouver du travail embauchés par les cirques traditionnels européens, donc ils venaient tous à Tanger pour se rapprocher de Gibraltar, là où les agents européens arrivaient et engageaient les troupes. Donc finalement, Tanger a une grande histoire de l'acrobatie marocaine.
C'est là où je les ai rencontrés et très très franchement, c'était impossible de se dire maintenant on va faire la première d'Azimut au Grand Théâtre de Provence dans un opéra. C'est là où les plus grands artistes lyriques jouent en ce moment. Donc ce contraste m'intéressait en fait, m'intéressait beaucoup. Et puis aussi au niveau du fond, je sais qu'avec Taoub, je n'avais pas tout parcouru. Justement, au niveau du fond, la différence entre Taoub qu'on a vu encore très récemment cet été au Festival Arabesque, oui. C'était beau dans le cadre du théâtre d'eau, en plein air, un environnement qui se prête justement à l'acrobatie, justement comme vous dites, il répète sur la plage, c'est une pratique circassienne du Maghreb, même si elle est assez confidentielle et vous avez contribué à la faire découvrir depuis 10 ans. Azimut, quelle va être justement l'opportunité de pouvoir, donc comme vous dites, c'est la première fois que vous allez faire pas un bis, mais en tout cas un deuxième spectacle ou quelque chose de nouveau, en tout cas de plus élaboré. Qu'est-ce qui va se passer de différent par rapport à ce qu'on a déjà vu pour ceux qui ont pu le voir à Montpellier ou qui ont pu l'entendre en tout cas? En fait, dans Azimut, je me suis moins intéressé à la forme de l'acrobatie marocaine et plus à ses racines spirituelles. On appelle au Maroc les acrobates, on les appelle les enfants de Sidi Ahmed Moussa. Et Sidi Ahmed Moussa était un sage soufi du XVe siècle et il est considéré comme le saint patron des acrobates marocains. Et ainsi, l'acrobatie marocaine est liée au soufisme. Et ça, pour moi, a été une très très grande inspiration. Puisque, bon, déjà quand on voit les mouvements, dans les mouvements même, on peut reconnaître cela. Mais ensuite, ça m'a beaucoup intéressé de voir quelle représentation céleste d'une part et maternelle d'autre part était contenue finalement dans ces figures-là, qui sont pas sans lien avec d'autres formes antiques d'acrobatie. Et puis aussi la question du soufisme, où dans le soufisme finalement la question centrale est la question du chemin. Donc azimut, ça vient du mot arabe assams au pluriel sumut, qui veut dire les chemins. Et donc j'ai essayé azimut, c'est aussi un terme, certains connaissent, d'astronomie, c'est l'angle entre les astres et l'observateur. Donc j'ai essayé le ciel était ainsi désigné par ce mot, et j'ai essayé de comprendre quelles questions étaient en jeu, non seulement dans le soufisme, mais aussi quelle était la réponse d'une certaine manière, ou la proposition de l'acrobate par rapport à ça. L'acrobate, dans ses sauts, dans son désir d'élévation, une élévation impossible, retombe, l'acrobate saute, mais retombe sur la terre. Et dans l'histoire de Sidi Ahmed Moussa, en suivant sa mystique et ses chemins de sagesse, il parvient finalement au ciel, et il renonce à sa vie céleste, regardant la terre et ses hommes, il renonce à sa vie céleste et décide de redescendre sur terre. Donc Sidi Ahmed Moussa finalement fait le même trajet que l'acrobate. Il monte vers le ciel, mais redescend sur terre. Et cette esthétique, je dirais, ou ce thème du retour a complètement nourri la dramaturgie et l'écriture chorégraphique de Azimut. J'ai travaillé sur le retour vers la terre-mère, retour aussi à l'endroit où naissance finalement et mort peuvent se rejoindre, et mes retours aussi comme pas à la fin de l'existence, mais comme orientation de l'existence, comme si l'existence était un retour. Et donc l'existence entière était un retour. Donc voilà ce qui m'a inspiré sur Azimut. Je pourrais dire aussi que c'est un spectacle d'acrobatie marocaine sans acrobatie, ce qu'il faut dire aussi, parce que mon propos n'était pas là. C'est-à-dire sans acrobatie? Parce que il n'y aura pas de montagne de gens qui montent les uns sur les autres, et vous avez cassé un petit peu justement ce petit un peu décorum folklorique traditionnel et pour l'amener ailleurs, quoi. Oui, et puis j'ai pas voulu aller dans le spectaculaire. J'ai voulu me souvenir que l'acrobatie marocaine était au départ une forme non spectaculaire, mais une pratique rituelle berbère.
Sidi Ahmed Moussa aussi était un homme influent qui, auprès du sultan, a essayé de réunir, de réconcilier d'une certaine manière les Berbères avec les Arabes. Et c'était une pratique rituelle. Ça, c'est très important. C'est pas un art spectaculaire à l'origine. Ça l'est devenu. Et c'est devenu ensuite autre chose, c'est-à-dire dans fin 19e et tout le 20e siècle, c'est devenu du cirque, parce qu'embauché par les cirques traditionnels européens. Mais c'était très éloigné de ça, évidemment, oui, au départ. Le seul moyen un peu d'en vivre. Bien sûr, bien sûr. Moi, j'ai un doute, j'ai une question, parce que, excuse-moi, mais en fait, on m'a dit que la gymnastique, après, ça a donné l'acrobatie, après, ça a donné le cirque. Mais en fait, la gymnastique, c'est une pratique militaire à la base. Donc, par rapport à ça, l'acrobatie berbère, rituelle... non, ça rentre pas du tout dans cette histoire de l'acrobatie marocaine. C'est complètement une autre école où l'acrobatie... Non, mais c'est une vraie question. C'est une vraie question. Non. Par contre, il y a quelque chose qui a à voir avec les militaires et les guerriers, parce qu'il y avait deux confréries au Maroc. Il y avait la confrérie de Sidi Ahmed Moussa, les enfants de Sidi Ahmed Moussa, et ensuite il y avait les Herma, qui sont les guerriers et qui étaient des archers. Et souvent ils se produisaient ensemble, les archers d'un côté et les Herma, ce qu'on appelle, et qui étaient des guerriers, et puis les enfants de Sidi Ahmed Moussa. Mais les enfants de Sidi Ahmed Moussa, c'est une mystique liée au soufisme, et donc absolument pas liée aux guerriers. Et bon, alors en même temps, quand je disais spectacle sans acrobatie, c'était je me suis finalement, dans la forme, l'acrobatie marocaine, il y a deux choses qui la caractérisent. Les mouvements qui d'ailleurs portent tous des noms berbères et des noms magnifiques, qui s'inscrivent tous dans un cercle et qui sont pour que ces mouvements soient faits à l'infini. Et là, évidemment, on reconnaît tout de suite d'autres formes aussi de pratiques soufis. Et puis, les pyramides humaines, qui existent aussi évidemment ailleurs, mais qui sont particulières au Maroc. Et dans ces pyramides humaines, j'ai essayé, alors c'est mon interprétation, j'ai essayé encore une fois, il y a un travail qui s'inspire de cette existence, qui s'inspire de cette histoire, mais ce n'est pas un travail documentaire ni universitaire sur tel ou tel sujet. C'est une interprétation, c'est une orientation. Et les pyramides humaines, j'ai vu la fusion, parce que c'est énormément de corps réunis. Le principe des pyramides marocaines, c'est le plus de gens possible sur un seul homme. Oui, c'est un défi presque. C'est un défi, mais alors d'abord, on le voit comme un défi. On se dit, finalement, le personnage principal, c'est le porteur qui peut porter 7, 8, 9, 10 personnes. Une seule personne. Mais après, je l'ai vu différemment. Je l'ai vu, en fait, l'histoire de devenir un. Bien sûr, c'est porté par une personne pour devenir un. C'est 7, 8, 9, 10 corps. Et donc, il y a derrière le désir de fusion. Et ça, c'est devenu aussi complètement dans le retour vers la fusion, dans fusion avec l'univers, fusion avec... On peut aligner comme ça les différents désirs de fusion, retour vers la fusion aussi maternelle, etc. Mais ce motif de la fusion est très présent. Alors j'ai le motif comme ça du mouvement, du chemin qui ne s'arrête pas, le motif du retour, le motif de la fusion, le motif de la figure maternelle et des différentes figures célestes, évidemment, nourrissent le travail d'Azimut et nourrissent la chorégraphie, et beaucoup plus que finalement la forme telle qu'on peut la voir sur la plage de Tanger. Quel programme. Peut-être juste une dernière question avant que Gisèle nous présente la fin de la programmation. Oui, très vite. La reconnaissance des lieux, des festivals, des saisons de danse par rapport au cirque. Vous venez du cirque, c'est votre première formation. Après, vous êtes justement reconnu pour fusionner, que ce soit dans vos pièces ou avec Pierre Rigal, qui vient lui aussi d'autres horizons. C'est une forme de reconnaissance, j'imagine, mais ça permet justement des ouvertures à des fusions comme ça entre de la danse, du cirque, mais pas forcément que du cirque traditionnel qu'on peut le voir. C'est vrai qu'ici, souvent est accueilli avec la verrerie d'Alès, le pôle cirque, que ce soit dans le festival, que ce soit en saison. On voit de plus en plus de choses et de plus en plus de public qui vient justement séduit par ces choses-là.
Moi, je pense que vous faites partie un peu de ces personnes qui mettent en avant ça. Comment vous le vivez au quotidien? J'imagine que ce genre de propositions, de création en feront partie aussi. Comment on envisage ça? Comment vous arrivez à... Enfin, comment ça se vit, en fait, de tout fusionner comme ça? Comment ça se propose? Comment, à la fois au public et à la fois au lieu? Parce que ça demande aussi, j'imagine, faire venir des danseurs marocains, des grandes troupes, toutes des infrastructures, etc. C'est assez coûteux, ça demande des budgets, etc. Oui, d'une certaine manière, je m'intéresse avec eux à une pratique. Avec eux, j'ai un peu une histoire à part, je dois dire, là, j'ai fait Taoub, j'ai fait Azimut maintenant, et je leur ai déjà dit probablement qu'il y aura aussi un 3e projet avec eux. Ah oui, donc là, vous faites le 2e et finalement, vous allez passer au 3e. Je pense, parce que pourquoi s'arrêter là? À partir du moment où il y a un 2e, pourquoi s'arrêter là? Ça n'a pas de sens. Une fois qu'on a enclenché la 2e marche, oui. Et puis en plus, dans leur famille, il y a la famille, les premières personnes que je rencontre en 2003, c'est la famille Amish, qui est une famille d'acrobates depuis 7 générations. Et donc là, les enfants étaient petits à l'époque, c'était la 8e génération, les enfants. Et aujourd'hui, ils sont assez grands, ils ont 16 ans, ils ont 14 ans, les enfants. Donc il y a en présence dans la famille Amish 4 générations d'acrobates. Et donc cette histoire familiale est exceptionnelle. Et évidemment, elle peut donner lieu à un autre travail, à un autre type aussi d'envisager un petit peu encore un autre projet, mais ça ne sera pas pour maintenant, peut-être dans 10 ou 15 ans. Mais c'est une histoire, j'aime comme ça, de savoir que cette aventure a des résonances et en aura encore longtemps dans mon parcours. Donc je dirais que c'est une histoire à part. Mais ensuite, évidemment, quand je fais Azimut, je les invite dans mon théâtre. Ces acrobates-là, je les invite dans mon théâtre. Je ne dis pas que je n'ai pas parlé d'une chose qui est très très importante pour moi, c'est le travail autour de l'espace et la réflexion autour du théâtre, de la dramaturgie d'une part, et aussi de la technique du théâtre. J'ai cherché tout de suite, au début d'Azimut, à réfléchir à la problématique de l'acrobate et essayer de voir quelle problématique avait le théâtre qui pouvait rejoindre la problématique de l'acrobate. Et évidemment, le théâtre est l'endroit où on ne peut échapper à la mécanique générale, on ne peut échapper aux lois physiques, et c'est la condition première du théâtre. On ne peut échapper à la gravité, et quand on invente le théâtre-machine en Italie au XVIe siècle, et que la machinerie, une des premières machineries, et d'ailleurs une de celles qui n'a pas évolué depuis, c'est faire voler un acteur. Les vols humains. Et donc, il s'agissait d'être en dialogue déjà avec la gravité, et donc je me suis dit, Azimut, je vais prendre cette machinerie de vol, cette machinerie qui est une constante, et je vais essayer de faire rencontrer cette machinerie, ce théâtre très très éloigné de finalement leur pratique, et de les inviter dans mon théâtre, de dire voilà, et voir comment on peut transformer ça, comment on peut utiliser ça, comment on peut parler finalement de comment ça peut nourrir la dramaturgie, et donc par rapport au théâtre que je fais, moi je dis que je fais du théâtre physique dans les deux sens du terme, physicalité du corps d'une part, et c'est pour ça que j'aime beaucoup le corps de l'acrobate, beaucoup, mais aussi le corps du danseur. D'ailleurs, je ne fais assez peu de différence. Je viens de faire un portrait de Kaori Ito, une danseuse japonaise il n'y a eu aucune... Je n'ai pas travaillé différemment, j'ai travaillé avec les spécificités des interprètes, leur talent, leur sensibilité, là aussi où leur recherche, puisque pendant la création, j'aime beaucoup observer les propositions. J'aime bien être sans idée, d'avoir oublié tout le travail de préparation, tout le travail de conception, tout le travail dramaturgique, oublier tout ça, le laisser complètement de côté et voir le tangible face à soi, qui est un corps, qui sont des interprètes, qui ont leur histoire, là où par accident aussi, ou consciemment ou non, ils vont aller, et des formes que je vais pouvoir reconnaître et me dire, tiens, ça peut nourrir, on peut aller dans cette direction-là, on peut développer, et c'est pour ça qu'on a besoin de beaucoup de temps. Donc, comme je ne travaille pas avec les mots, je travaille avec le corps, j'aime les corps qui ont une histoire, une grande histoire, et les danseurs, et les circassiens, les acrobates, et bien d'autres encore, et je pourrais inclure les acteurs évidemment.
certains acteurs qui ont fait ce travail-là portent ça en eux. Et je ne travaille pas différemment avec les uns et avec les autres. Donc la question du genre, je dirais, ne m'intéresse absolument pas. Ce qui m'intéresse, c'est quel est le projet et comment ces corps vont pouvoir donner cette matière chorégraphique, cette matière tangible sur le plateau, et qu'est-ce que je vais pouvoir en faire. Merci, Aurélien Bory. Merci beaucoup. Gisèle, alors moi, je vais être très rapide, parce qu'il en reste sur deux. encore des grands moments de la saison. Dont un nom que vous connaissez très bien, c'est Kaderatou, puisqu'il revient pour la 3e fois. Chaque fois, vous remplissez les salles, parce que c'est un directeur du centre chorégraphique de La Rochelle, qui vient du hip-hop, donc qui utilise toujours cette gestuelle hip-hop, mais avec un vocabulaire extrêmement poétique. Donc il nous raconte des histoires. Donc, il y avait un de ses spectacles qui s'appelait petiteshistoires.com. Et il y a 2 ans, il a créé une pièce dans l'ancien lycée, le lycée qui était là-haut, en haut du boulevard Clémenceau, voilà, dont je me souviens plus. Qui n'existe plus du tout, là, d'ailleurs, maintenant. Non, ça y est, c'est complètement démoli, oui, tout à fait. Donc c'est vrai que vous le suivez depuis longtemps, donc venez voir The Roots, qui est sa dernière création, 11 interprètes sur le plateau, et je pense que vous allez vous régaler parce que les images sont très parlantes, comme vous avez pu les voir, donc c'est pas la peine que je vous en dise plus. Par contre, Olivier Dubois, vous ne connaissez peut-être pas, puisque c'est la première fois qu'il vient à Montpellier. Lui aussi, directeur d'un centre chorégraphique, puisqu'il va prendre la place de Caroline Carlson à Roubaix à partir du 1er janvier 2014. Donc futur directeur de centre chorégraphique, qui est un chorégraphe malgré son âge, puisqu'il a une bonne 40aine d'années, qui est un chorégraphe plutôt émergent, parce qu'on commence à vraiment entendre parler de lui depuis 2 ou 3 ans. Donc il a un physique un peu particulier, puisque c'est l'un des 3 chorégraphes français, comme elle aime à le dire, Jean-Paul Montanari, qui est un petit peu rond, donc il joue beaucoup de cette rondeur, mais ça ne l'a pas empêché d'avoir le statut de meilleur danseur de France il y a quelques années quand même, alors qu'il était déjà quand même très rond. Bon, en tout cas, Olivier Dubois, ce sont les images de ces 20 danseurs qui sont nus sur le plateau. C'est présenté début février, 14 février à l'Opéra Comédie. Donc Dubois travaille vraiment sur l'énergie, c'est-à-dire que ces 20 danseurs, ils sont tout le temps sur plateau pendant 1h30, le spectacle dure 1h30. Au début, ça commence très lentement, c'est essentiellement de la marche avec la musique qui est relativement douce. Et petit à petit, pendant l'1h30 de spectacle, les choses, il y a une énergie qui prend le plateau, le groupe se forme. Il ne faut pas croire que c'est de l'improvisation, parce que c'est un spectacle qui est extrêmement écrit. Et à mon avis, Olivier Dubois est quelqu'un qui est très directif avec ses danseurs. Mais c'est vrai qu'il y a une relation entre lui et ses danseurs qui fait qu'il les amène vraiment, au bout de là où ils peuvent aller. Et c'est vrai qu'à la fin du spectacle, à la fin de l'1h30, on est totalement scotché à notre siège, quoi. On est totalement hypnotisé par ces 20 personnes sur le plateau qui continuent à bouger dans tous les sens avec une musique qui nous prend vraiment la tête. Donc, voilà, c'est à découvrir, c'est un nom qu'on risque d'entendre relativement souvent, donc venez voir Olivier Dubois à l'Opéra Comédie. Donc c'était vraiment les 2 spectacles sur lesquels je voulais insister un petit peu, et maintenant je pense que... Je crois qu'on a fait le tour. On a quasiment fait le tour. Merci aux chorégraphes d'être venus. Merci à tous. Merci, et puis allons boire un coup maintenant, parce que... Et merci à vous pour votre patience. Et bonne soirée, nous invitons à vous diriger pour boire un pot dans la cour.